Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Ici, on analyse l'actualité, on en parle, on y réfléchit, on se confronte et on essaye de voir est-ce que nous, on aurait des meilleures solutions que nos décideurs? Et avec moi, comme à chaque semaine, j'ai un homme extraordinaire, un homme cultivé. Écoute, c'est la Bible de l'actualité régionale. Nul autre que M. Jules Simard. Bonjour, M. Simard. Comment veux-tu qu'on parle après ça? Ça me fait rire de toujours changer mon Oui, introduction. c'est ça, mais le problème, c'est qu'il faudrait, même moi, au même niveau que n'importe qui, là. C'est bon, je vais faire ça la semaine prochaine. Peut-être que tu ne seras pas content. Parfait, c'est parfait. Donc, on va débuter avec l'actualité régionale. Écoute, on a beaucoup de choses dans la région qui se sont passées cette semaine, fait qu'on va en parler. Premièrement, parlons du Festival du Bleuet. On a Mme Karine Dubois, qui est présidente du Festival du Bleuet, qui nous disait, déficit de 30 000 l'an passé pour le Festival du Bleuet. Donc, une année ordinaire, on va se le dire. Oui, en fait, je pense que ce qui est arrivé plus particulièrement, et comme elle l'expliquait, le festival avait décidé l'année dernière de présenter le volet spectacle autrement que ce qu'on voit habituellement. Parce qu'habituellement, je ne sais pas, moi, tu fais venir Paul Piché, je sais bien qu'on ne le fait plus venir, là, mais tu fais venir Paul Piché, bon, il se retrouve à traverser, il se retrouvait au Bleuet, il se retrouve... On a essayé de trouver des spectacles où est-ce qu'on n'avait pas les mêmes types d'artistes qui venaient habituellement. Ça a peut-être, et ils estiment que ça a peut-être plus ou moins plu à la population. Justement, le choix des artistes qui avaient été faits. Les gens sont allés voir Paul Piché à travers. Peut-être, tu sais, c'est peut-être ça qui est arrivé. En fait, on s'est un peu questionné sur la programmation, justement, des spectacles en soirée. On sait que c'est quand même là que vient beaucoup la participation. Parce qu'au niveau de la température, on sait qu'il y a eu des années, tu sais, 30 000 de déficit là, pour une organisation comme ça peut être énorme. Maintenant, c'est quand même un budget de tout près de 300 000 Alors, tu comprends, c'est quand même pas si tant pire, comme on dit. Et le Festival du Bleuet avait quand même, entre guillemets, un bon coussin. OK. Alors là, le coussin est baissé. On n'est pas en panique. Non, non, du tout. D'ailleurs, on va en reparler un peu plus tard, mais j'essaie d'expliquer sur la question du 30 000 ce qu'on nous a dit, à ce moment-là. Donc, il y avait pas, ça ne met pas en péril, effectivement, la tenue du Festival du Bleuet, le fait d'avoir fait un déficit de 30 000 Et au niveau des activités, il y a quand même, et ça n'existe pas depuis l'année dernière, depuis plusieurs années, on sent que la participation aux activités que tu as pendant la journée est aussi un peu en baisse. Alors, on se demande, c'est-tu encore la formule qu'il faut faire? Okay. Or, ils ont pu bénéficier de par Tourisme Dolbeau-Mistassini, le nouvel organisme pour promouvoir le tourisme dans le secteur. Ils ont pu bénéficier d'une forme d'aide en mettant de l'avant une enquête ou faire référence à un consultant, pour leur aider à déterminer peut-être s'il y a-tu des formules nouvelles, puis c'est ça. Or, ce consultant va être appelé et il a commencé son travail, je pense, depuis le mois d'octobre. Il a rencontré des focus groups, qu'on appelle, là, qui est jusqu'à maintenant, afin de connaître un peu ce que la population locale aimerait avoir, tant au niveau de la programmation des spectacles, qu'au niveau peut-être de certaines activités qui pourraient être menées, des nouvelles, puis ou encore changer la formule ou des choses comme ça. Ou quelque chose qu'on ne veut pas toucher, parce qu'il ne faut pas toucher à ça, parce qu'on aime ça aussi. De cette manière. Exact aussi. Ça fait partie donc du mandat qui a été confié à la... Et Mme Dubois nous indiquait qu'à la mi-février, on devrait être en mesure d'avoir un premier rapport de ce consultant et de voir des pistes, des scénarios de solutions pour voir qu'est-ce qu'on va amener de nouveau, ou encore, on ne changera pas la formule de A à Z, il va sans dire, mais qu'est-ce qui pourrait déjà être mis de l'avant pour aider justement à la reprise de l'activité. Parce que cette année, contrairement à d'autres années, ce n'est pas nécessairement la température. On sait qu'il y a eu des spectacles dans des années antérieures où on les a... Tu veux dire, tu fais pas un spectacle avec une Non, on se rappelle entre autres des cornflakes où il y avait tellement... Exact. Il avait dit, on revient l'année prochaine. Exactement. Alors, tu comprends que c'est ça qui
fait en sorte qu'on s'est dit, bon, peut-être qu'il y a des formules, ou peut-être que ce qu'on avait décidé de faire au niveau des spectacles, c'est peut-être pas la réponse qu'on devrait. Alors, ça permet de voir, peut-être qu'on va assister à pas à un nouveau, mais à un festival du Bleuet qui est encore peut-être plus au goût et à l'image de ce que nous sommes. Ouais. Et c'est peut-être ça qui peut être intéressant. Je pense que ça peut représenter une piste de solution. Parce que moi, je leur ai posé la question, j'avais posé la question à Mme Dubois, on en est-tu rendu à la fin des festivals? Ouais. Tu sais, veut dire, la formule, là, elle fait peut-être plus trop... Elle estime que non. L'idée d'un festival demeure encore... Il y en a plein qui fonctionnent encore très bien. Exactement, c'est ce qu'elle me répondait. Donc, elle pense que Et puis, c'est pas parce qu'on a une année déficitaire que la formule qu'on utilisait n'était pas bonne, nécessairement. Alors, c'est peut-être un mal pour un bien d'avoir vécu ça, mais ça permet à toute l'équipe de se repenser. Non, puis c'est sain aussi de tenter des nouvelles choses, sortir du paradigme connu pour essayer les choses. Maintenant, il faut réaliser qu'il y a des choses qui ne fonctionnent peut-être pas, puis que les gens préfèrent peut-être l'ancienne formule à des nouvelles formules. C'est ça. Ou encore, tu sais, il va dire que il me semble que c'est une année où il y avait eu des cow-boys fringants. Là, tu veux dire, écoute, tu as rempli plus la place et un peu plus à ce moment-là. Pourquoi? Parce que le groupe était aussi le groupe hot de l'année, si je peux m'exprimer ainsi. Alors ça, ce genre de choses-là, peut-être qu'on peut se dire, bon, bien, on garde peut-être aussi cette forme. C'est sûr que quand tu fais venir par ailleurs un groupe de cette nature-là qui est très hot, ta facture, elle aussi, réchauffe. Ramener Larry Gowen. Alors, moi, je trouve ça... c'est une mauvaise nouvelle qui en soi est bonne, dans le sens où ça permet de se dire, bon, ben écoute, là, il faut qu'on on en rebrasse la cage pour pouvoir être capable de présenter quelque chose d'intéressant. Parfait. Bon, on a des citoyens qui se sont mobilisés pour tenter de sauver l'observatoire qui est sur le bord des chutes ici. Là. Je ne sais pas c'est quoi son nom exactement. La tour du monastère. La tour ça du monastère. représente effectivement le monastère. Hein? Une illustration en partie du monastère. On sait que bon, il y a M. Gilles Brassard, M. Jean-Claude Leboeuf, entre autres, qui ont l'air de travailler et que là, il y aurait un projet qui aurait remis dans les mains du ministère, mais que on sait que les gouvernements, c'est pas toujours rapide, malgré qu'avant une période électorale, ça va souvent plus vite. Oui, ça peut aider. Mais que là, le temps presse parce que foncièrement, le pont s'en vient. Oui, c'est ça. Donc, il faut tenir compte du fait que ça s'inscrit donc dans la construction du nouveau pont ou pour la sortie. On se devrait peut-être d'enlever cette structure qui... Est-ce qu'il faut garder ce genre de structure, selon toi, ou à un moment donné, il faut passer à d'autres choses? Ben, moi, ça s'inscrit dans un parcours, là, il ne faut pas oublier. Puis, c'est à l'entrée de la ville, c'est quand même aussi, j'allais dire de la ville, on est en plein milieu de la ville de Dolbeau-Mistassini, mais c'est une illustration aussi de ce que nous sommes. Je sais qu'on vient de passer à côté des tours. Des vrais tours, hein? Des vrais tours, quand tu... Maintenant, les vrais tours, de moins en moins, on les voit, hein? Les arbres ont pris leur place aussi, mais indépendamment de ça, ça représente une façon d'identifier le milieu. Et il ne faut pas oublier que c'est à l'entrée d'un parcours qui est aussi une forme de parc. Hein, dire on est sur le bord. Alors, je pense que ça, ça mériterait d'être conservé ou peut-être déplacé. Je ne sais pas s'ils peuvent le faire. Il faut probablement que l'analyse est en train de se faire aussi. Mais de là à éliminer complètement ce genre de structure-là, moi, je dis, on peut essayer de voir de quelle façon on ne pourrait pas la conserver ou la redéplacer. Mais peut-être ça peut coûter le même prix que de la mettre à terre puis d'en bâtir un autre. Là. Je ne sais pas. On ne sait pas ça. Il fort probablement qu'il peut y avoir un élément. Mais je pense que c'est important de conserver notre patrimoine bâti. C'est là, ça identifie. Puis c'est pas tout le monde qui tripe là-dessus, mais il y a des gens pour lesquels c'est un symbole intéressant. Exact. Fait que je pense que ça mérite, en tout cas, l'analyse ou de tenter de conserver cette structure-là. Et de voir, c'est comme je dis, ça représente aussi une porte d'entrée pour... Il y en a d'autres, là, des portes d'entrée pour ce parc-là, mais le bord de la rivière est quand même dans... pas l'imaginaire, mais même dans l'identité ici, à Dolbeau-Mistassini, ce bord de rivière, la rivière Mistassini, avec la plage, toutes ces choses-là, ça représente quand même
une façon de nous identifier aussi. J'ose espérer que les solutions qu'ils vont mettre de l'avant, tu sais, si le ministère dit, bon, ben écoutez, non, il nous apparaît que la meilleure des solutions, c'est de le détruire, bon, en es-tu capable de pouvoir obtenir des sommes suffisantes pour le redéplacer ou peut-être de l'installer ailleurs. peut-être même plus près de la rivière. Tu sais, Oui. il y a des possibilités. Maintenant, il faut dire aussi qu'on est aux prises avec la problématique d'une entreprise privée qui est là aussi, qui est Métro, qui a besoin aussi, fort probablement, d'une entrée à ces niveaux-là. C'est sûr que ça fait partie aussi du décor, même s'il semble vouloir y avoir une bonne collaboration de la part du propriétaire, naturellement, du métro dans le coin. Là, Ouais, je pense que l'entrée soit là ou ailleurs, les gens vont quand même aller acheter de la nourriture. Oui, c'est ça. Maintenant, tu comprends, ça représente pour eux autres là, aussi un point important. Donc, globalement, c'est parce que quand on parle de la sauvegarde de l'Observatoire, je pense qu'il ne faut pas oublier non plus un monument qui existe dans la municipalité, à mon avis, qui est le Juvénat Saint-Jean. On sait qu'il y a actuellement, là aussi, donc des... ça serait vraiment encore plus triste si on devait le démolir parce que c'est un superbe édifice. Exact. Ça représente le patrimoine Boîtier. Quand tu fais le boulevard Walberg, c'est ça que tu vois au bout. Ça fait partie. Exact. Ça fait partie de l'image aussi de la municipalité. Et en tout cas, il est plaisant de voir qu'à tout le moins, on travaille et on nous dit que le projet de l'école entrepreneuriale pourrait effectivement voir le jour dès le mois de février, c'est-à-dire dès l'acceptation d'une première cohorte d'individus qui pourraient se faire à ce niveau-là. Comme tu disais tout à l'heure, on est en campagne électorale, ça peut peut-être aider. Débloquer des choses. Super. Produit ferroviaire résolu, qui est dirigé par M. Richard Garneau, qui prend sa retraite. Un monsieur quand même du coin qui avait, pour vrai, la forêt, je pense, à cœur, l'industrie forestière. Oui. Donc, il prend sa retraite, il quitte et sera remplacé par M. Yves Laflamme, que je ne connais pas, mais qui semble-t-il être quelqu'un du secteur aussi. Oui, de Saint-Félicien, qui est originaire de Saint-Félicien, qui a été, depuis le tout début de Donahue, dans les années 70, il travaillait ici au niveau de l'usine. Et donc, il connaît bien et le milieu régional et le milieu, naturellement, de l'entreprise. C'était un peu, entre guillemets, pas le sauveur, mais celui qui... le dauphin de M. Garneau. Donc, là-dessus, on va rester fort probablement dans la même continuité d'action que Garneau. Parce que M. Garneau, il ne l'a pas eu facile, au niveau du contexte économique, international, l'ALENA, les reprendre États-Unis, une entreprise qui se retrouvait en faillite, dans un certain sens, lorsqu'il y a eu elle n'était pas en faillite, mais elle devait beaucoup d'argent. Ça l'a donc permis, et quand on était allé chercher, en fait, l'actionnaire principal était allé chercher M. Garneau, c'est qu'on savait, parce qu'il avait pris sa retraite lorsqu'on l'a remis, puis il avait dit, je vais vous donner ce temps, là, puis il dit, on va essayer de remettre ça sur pied. L'entreprise va quand même mieux que quand il l'a pris entre ses mains. Je pense que localement, il faut que nous, on y doit aussi quelque chose, localement. La réouverture de l'usine, s'il n'avait pas été là. Pas certain que ce serait ici que les gens travailleraient. Exactement, je comprends bien. Je pense qu'on lui doit et les gens ont déjà manifesté beaucoup cette reconnaissance, si je peux m'exprimer ainsi. Je ne sais pas s'il va y avoir une autre geste ou une autre action du milieu pour pouvoir retenir ça, mais je me souviens quand on a réouvert l'usine, toute la cérémonie qu'il avait eu fait, on voyait quand même qu'il y avait une certaine fierté de sa part d'avoir réussi à la remettre et de la réouvrir dans un contexte où on n'était pas facile de pouvoir le faire. On était encore en pleine crise, entre guillemets, forestière. Et, on l'est depuis 20 ans. Oui, là, c'est ça. Mais par contre, je pense qu'il faut ne pas oublier que au niveau, outre le fait des derniers événements avec l'ALENA et de l'entente sur le libre-échange dans le cadre du bois qui vient de prendre fin, là, qui a pris fin puis qui nous a amené des surtaxes au niveau de la vente, il reste quand même que l'industrie du bois, juste du bois, là, de bois d'œuf, est quand même
bonne, c'est-à-dire que ça va quand même relativement bien, sauf que, bon, quand tu viens pour vendre aux États-Unis, tu te ramasses avec des surfactures. Puis c'est quoi, bon, là, on va souhaiter une bonne retraite à M. Garneau, mais quels sont, selon toi, les défis de M. Laflamme pour les prochaines années? Outre, ben, on sait, il y a l'ALENA. Bon, est-ce qu'on va finir par régler le cas du caribou forestier, des zones avec les Premières Nations, etc.? Est-ce que c'est ça, ces défis, ou il y a d'autres défis, selon toi, là, devant nous? Il va y avoir certainement le défi de pouvoir maintenir. Moi, ça me fait l'impression qu'actuellement, les productions menées par cette entreprise-là, OK, que ce soit pour l'exportation, que ce soit pour le local, sont énormes par rapport au marché que l'on a. Or, est-ce qu'on va assister encore à des réductions, à des fermetures temporaires d'entreprise? On est encore là-dedans. Fort probablement qu'au niveau du papier, il y aura aussi des, pas des réorientations, mais peut-être des rationalisations d'opérations dans certaines usines. Est-ce que ça peut aller jusqu'à la fermeture? Comme on a connu là, tout ça. Je pense que c'est encore ça dans le décor et qu'il faudra effectivement y travailler. Parce qu'au niveau, puis on le sait, M. Garneau parlait souvent de fois, bien beau, là, mais il faut qu'on soit assuré d'avoir une forme d'approvisionnement pour pouvoir être capable. Alors, toute la question du caribou forestier, toutes ces questions-là entrent toutes en ligne de compte. Quand on a mis de l'avant le fameux 10 là, qu'on met aux enchères par ici le service de mise aux enchères des bois, ça l'a aussi amené des interrogations. Remarque que quand tu fais une prise aux enchères et puis que tu sais que tel lot est pas loin de tes opérations. Toi, tu es capable de faire une cote qui permette en sorte que c'est toi qui l'accroches avec toute l'expertise puis les capacités financières que tu vas pour présenter. Ça représente, et on a pu voir qu'effectivement, il n'y a pas eu tant de pertes que ça dans le fameux 10 on en a peut-être amassé. Alors ça, c'est les aspects sur lesquels oui, M. Laflamme devra continuer d'être excessivement vigilant et de voir jusqu'à quel point ça n'affecte pas. Moi, ce qui me donne peut-être un peu d'espoir, compte tenu du fait que c'est un gars de la région, qui connaît quand même bien la région, je veux bien croire que quand ça sera le temps de regarder les usines dites rentables et de voir de quelle façon on peut les améliorer, bon, je pense qu'il ne faut pas oublier que celle-là ici que nous avons a été démontrée à plusieurs reprises que même dans un contexte où on se doit de réduire un peu la production, l'usine demeure rentable. C'est un gros avantage. Exactement. Alors, on se comprend bien que ça entre en ligne de compte. Alma, bon, on est peut-être un petit peu plus là actuellement en difficulté sur certaines affaires. Est-ce que jusqu'à quel point il ne pourra pas y avoir repensé certaines opérations? Tu sais, le marché du papier journal est un peu plus difficile à avoir qu'on l'avait dans le temps. Les beaux jours sont passés, là. Ça ne reviendra pas. Là. Exact. En fait, je pense que ces défis-là sont encore présents pour le nouveau directeur, président. Ouais. Et fan de croisière, toi? Est-ce que tu aimes ça, faire de la croisière? Pas beaucoup. Avec mon canot, je l'ai. OK. Ouais. Moi, je ne suis vraiment pas un mode de voyage ou de vacances qui me plaît, mais en même temps, il y a plein de gens qui aiment ça. C'est à la mode. Et là, on est en train de regarder pour développer peut-être, en tout cas, si on ne pourrait pas faire des croisières hivernales. C'est-à-dire faire remonter le bateau jusqu'à la baie. Jusqu'à la baie. Les bateaux de croisière d'hiver, parce qu'on sait que c'est la grosse mode, l'Alaska, le pôle Nord, l'Antarctique, etc. Là, on dit pourquoi pas aller chercher notre part du... Donc, faire venir des bateaux de croisière durant l'hiver. On ouvre déjà les glaces pour Rio Tinto. Donc, bon, ça c'est fait. Maintenant, c'est des énormes bateaux. Est-ce qu'il y aura une incidence sur, entre autres, le village de glace? Il y a plein de questions. Et est-ce que ça serait rentable aussi pour la population? Parce que, on va dire, avoir des bateaux, c'est bien beau, là, mais on ne fait pas ça pour que juste les gens aillent voir des bateaux. C'est parce qu'il y a une arrivée d'argent aussi. Puis que Saguenay est considéré comme une des meilleures escales pour les bateaux de croisière au monde. Est-ce que tu y crois ou tu as des... je pense qu'il y a un investissement majeur à faire au port de la baie par ailleurs pour justement être en mesure de pouvoir les accueillir l'hiver. C'est ce que j'ai entendu. Déjà, qu'on a mis beaucoup d'argent. Déjà. Maintenant, on ne peut pas dire que ça n'a
n'a pas été, entre guillemets, rentable. Quand je te parle de la rentabilité, il y a quand même des bateaux de croisière qui viennent depuis là. Oui, puis au niveau de la reconnaissance de Ville-Saguenay à niveau international, je pense que ça l'a aidé beaucoup. Ça l'a aidé beaucoup. Ouais. Alors, tu comprends que là-dessus, je pense que ça peut être aussi intéressant. Ce qui serait peut-être le fun, c'est de voir jusqu'à quel point, quand tu fais une arrivée de bateau de croisière comme ça, donc il faut que tu saches, entre guillemets, occuper les gens aussi qui sont venus sur le bateau et jusqu'à quel point ça ne pourrait pas aider au développement de notre industrie touristique régionale l'hiver. Si tu viens ici puis que tu débarques puis que tu rembarques pour pouvoir te repartir, c'est pas bon. Si tu viens ici pour une couple de jours... Tu as plein de skidoo qui t'attendent. Exact, des choses comme ça. Tu comprends? Si tu réussis à pouvoir effectivement avoir une couple de jours d'escale et que tu pourrais permettre aux gens qui sont sur le bateau d'avoir des activités hivernales chez nous, donc d'exploiter nos attractions touristiques, ça pourrait être aussi intéressant. Et c'est ça je pense, qui devrait faire l'analyse. Fort probablement que si on nous soumet le projet à ce moment-ci, c'est qu'il y a effectivement déjà des analyses de fait. Et ça serait intéressant qu'au niveau de la population, on sache exactement ce qu'il y en a. Qu'est-ce que ça peut nous coûter et qu'est-ce que ça peut nous rapporter. Ouais. OK. On sait que le Cégep de Chicoutimi a une exclusivité provinciale sur la formation pour les pilotes. Et là, Cégep d'Abitibi-Témiscamingue aimerait développer en fait ce cran-là, cette formation-là. Et là, c'est la levée de bouclier, c'est normal. On veut protéger en fait notre exclusivité, un peu ce qui est arrivé aussi à ATM, Cégep de Jonquière, il y a quelques années. C'est ça. Mais en même temps, il y a une pénurie de pilotes en ce moment. Est-ce que comment on peut réarranger tout ça? Penses-tu qu'on va... ton opinion là-dessus, mais je pense que tu es d'accord que c'est correct que le Cégep de Chicoutimi tente de protéger ses acquis à ce niveau-là. Oui. C'est parce que tout ce débat-là, ça s'inscrit aussi dans la survie des cégeps en région. Oui, puis l'occupation du territoire, amener des jeunes voir les régions et peut-être y vivre. Tout cela s'inscrit actuellement là-dedans. On a créé des cégeps, ici dans la région, on en a 4, et ces cégeps-là, pour pouvoir être capables, en région, pour pouvoir être capable de se développer ou d'être attrayants, il faut qu'ils aient des exclusivités. Oui. OK? Et dans ce cadre-là, la politique du ministère de l'Éducation a été un peu favorable au départ à cette reconnaissance de certaines exclusivités. Donc, quand on en est pour le cégep en Abitibi qui se dit « Ouais, moi aussi, il faudrait en avoir une, là, puis une des places. » Elle se dit l'avionnerie, donc la formule des pilotes, ça pourrait être intéressant aussi chez nous. On aurait tel et tel équipement qui pourrait servir à ça, puis tout le cas. Surtout que c'est une zone où il y a beaucoup de petits avions qui... C'est ça. Comme ici, qu'est-ce que le ministère de l'Éducation va faire à ce niveau-là? Ça peut peut-être devenir, pour la prochaine campagne électorale en Abitibi, un élément de la campagne électorale aussi. Et ici aussi. Et ici aussi. Donc, tu comprends que je pense que c'est parce que tout ça, ça s'inscrit là-dedans. Maintenant, pour répondre directement à ta question, je dirais que oui. Je pense que le Cégep de Chicoutimi a avantage et se doit lui aussi de lever tous les boucliers pour être capable de la conserver. Est-ce que si on n'est pas capable de former autant de pilotes que l'on voudrait en former pour pouvoir répondre à la demande, est-ce que c'est pas en augmentant la capacité d'accueil du cégep, peut-être que ça pourrait être une solution. Okay? Et ce que j'ai compris, c'est que oui, il y a peut-être une pénurie pour les pilotes en ce moment, mais ce n'est pas quelque chose qui va perdurer dans le temps. Donc, c'est une bulle. Donc, ils ne veulent pas ouvrir davantage parce qu'ils ne veulent pas non plus se créer des problèmes à long terme. Ça, je suis capable de le comprendre. Exactement. Je trouve que ça, c'est une belle vision à long terme. Le dossier n'est certainement pas facile à faire et je me mets dans le pot du... C'est quel cégep déjà en Abitibi? En Abitibi? Tu t'en souviens pas? Oui. Pour ce cégep-là, c'est aussi fondamental, hein, comme je te dis, d'essayer de trouver des créneaux
Mais si je me souviens, c'est les cégeps d'Abitibi-Témiscamingue, puis il y a un, comme il y a Pavillon Val-d'Or, ou, tu sais, ça fait partie du même établissement, selon ce que je me souviens. Alors, c'est juste pour indiquer que le dossier ne sera certainement pas facile à faire, à régler, mais il s'agit de voir, est-ce que peut-être que ça pourrait représenter une solution pour le besoin immédiat, puis à un moment donné, quand ce besoin-là et puis là, peut-être que, pas Saguenay, mais en Abitibi, on se dirait, bon, ben oui, elle n'existe plus là, on la maintient. Peut-être que ça doit faire partie de toutes les décisions qui vont être analysées à ce niveau-là. Ça peut être intéressant sur la campagne électorale. Ben, ça va être intéressant sur la campagne électorale. On s'en revient bientôt, on va parler juste de ça. Oui, c'est ça qui est... Bon, hey, on a une nouveauté cette semaine et pour les prochaines semaines, on va aller à la pause. Oui, il y aura une pause, mais restez là, on revient dans quelques instants. Vous savez, je serais vraiment malheureuse si on n'avait pas d'hiver. Vous faites bien de vouloir en profiter. Je vais pouvoir skier autant que je veux. Oui, votre projet est en sécurité. Parfait, ça. Placez votre projet d'avenir en sécurité avec les produits garantis à 100% d'Épargne Placement Québec. Idéal pour votre CELI ou votre REER. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Je vous dis que ça va faire du bien pendant les canicules. C'est vrai que c'est agréable une baignade les soirs d'été. Ben, c'est mes petits-enfants qui seront contents. Oui. Votre projet est en sécurité. Excellent. Placez votre projet d'avenir en sécurité avec les produits garantis à 100% d'Épargne Placement Québec. Idéal pour votre CELI ou votre REER. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi. 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 Moi, je travaille en français. 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 J'espère que vous avez apprécié cette pause et que ça vous a permis d'aller vous chercher quelque chose à boire, quelque chose à manger ou simplement d'aller aux toilettes. Nous, on sait ce qu'on a fait. Donc, on continue l'actualité. Le RAGE 02, Regroupement Action Jeunesse, qui avait été démantelé en 2015 avec la vague de coupures du gouvernement libéral, de compression, cette période d'austérité un peu désagréable pour tous. Mais ils se sont pris en main, ils avaient des fonds accumulés et ils sont de retour. On a formé un nouveau CA l'été dernier et là, on a des projets. Donc, retour du RAGE 02 qui était à Saint-Généon d'ailleurs pour faire rencontrer leurs anciens partenaires. Et les partenaires étaient présents, ont tendu la main. Quelle est l'utilité d'avoir un regroupement d'action jeunesse pour toi dans la région? Et quel projet pourrait piloter là, pour l'avenir? Puis comment financer aussi? Parce que là, ils disent on vit un peu sur ce qu'on avait. Oui, c'est ça. Là, il va falloir trouver des sources de financement. Est-ce que le gouvernement va remettre des sous pour pouvoir les maintenir? On se souvient que ça avait été mis en place justement lors d'un sommet jeunesse qui s'était tenu du temps du gouvernement Bouchard et on avait indiqué que ça permettrait dans les régions, effectivement, des retours des jeunes, parce que c'était une des problématiques. Il n'y avait pas un qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean où on avait, entre guillemets, l'exode des jeunes qui est l'exode des cerveaux, parce que je pense que c'est aussi à ce niveau-là que nous avions des problématiques. Or, ça l'a permis par des activités, par l'ensemble de programmes, par un ensemble d'actions pour favoriser le maintien dans la région des jeunes et aussi d'amener des activités qui permettaient à cette jeunesse-là de pouvoir se retrouver en région, de pouvoir... Or, c'est ce genre d'action-là nous aura permis d'atténuer et de beaucoup, je pense, la question de l'exode des jeunes là, que l'on avait en région. On sait qu'il y en a toujours un peu, mais c'est beaucoup moins grave, entre guillemets. Oui, puis ils ont cette expertise-là, là, puis on le voit, là, on dirait que depuis qu'ils ont fermé, on a recommencé à parler de l'exode des jeunes, quand c'était un peu réglé. En tout cas, moi, je pense que ça peut, tant mieux si on réussit
Mais il va falloir qu'effectivement, le gouvernement regarde la possibilité de supporter ces actions et de supporter le travail de cette organisation-là. Encore là, c'est fort probablement un très beau sujet de campagne électorale. Parlons-en de campagne électorale. Mon prochain sujet n'a probablement aucun lien avec ça, mais le gouvernement a lancé 18 pôles régionaux d'innovation. Et on tente de dire que là, la région, il faut aussi qu'elle se place les pieds pour être à l'avant-plan au niveau pour aller chercher les sous, en fait, pour développer ces pôles d'innovation. Pourquoi c'est aussi important de développer l'innovation en région, en fait, aussi? Est-ce que c'est parce que ça peut être créateur d'emplois, amener à l'évidence, expertise mais je pense que différente? ça permet aussi de dire que est-ce qu'il y a dans chacune des régions du Québec des lieux où l'innovation s'applique plus particulièrement? Je vais t'emmener un exemple. Est-ce qu'on parle beaucoup là, d'essayer de trouver des nouvelles applications pour la forêt ou des choses comme ça? Or, est-ce qu'on a déjà fait un ici au niveau de l'aluminium, dans la région, l'expertise de cette nature-là, un centre de recherche sur l'aluminium? Or, ça peut amener effectivement dans la région des cerveaux nouveaux et une utilisation au maximum des cerveaux que nous avons ici. Alors ça peut permettre Ça empêche à certains cerveaux de s'en aller aussi. Aussi, de s'en aller. Tu comprends, quand tu réussis à développer des expertises dans un secteur et que c'est quand même pas des gens qui sont au salaire minimum habituellement, là aussi, l'impact économique est quand même important et intéressant de l'avoir à ce niveau-là. Je pense que l'initiative est certes intéressante et elle nous permet de pouvoir garantir que ce que nous sommes capables de développer pour l'application quotidienne dans nos usines, dans notre économie, eh bien, on peut peut-être aussi être capable de pouvoir le faire partager. Et si on bénéficie d'une aide pour aider ces gens-là à pouvoir performer, bien, c'est tant mieux pour nous. Je pense que ça, c'est ce qu'il y en a. Est-ce que c'est la seule solution au fait que l'innovation soit présente en région? Fort probablement pas, mais c'est au moins un pas dans cette direction. On va souhaiter tout ça. Parler un peu de religion. René Gay, quelqu'un du coin, nouvel évêque du diocèse de Chicoutimi. Moi, quand j'ai vu la nouvelle, j'étais là, oui, OK. Tu sais, à un moment donné, le temps passe, il faut changer. Monseigneur Rivet est parti, donc on remplace. Il va se s'engager. Oui, c'est ça. Mais il y a eu un gros intérêt autour de ça. J'ai été surpris. Je pense que les gens ont encore un attachement profond envers la religion ou parce que c'était quelqu'un du coin qui était connu, qui est apprécié, quelqu'un qui a des valeurs, qui a quand même fait beaucoup d'aide internationale, entre autres en Amérique du Sud. Oui. C'est ça. Je pense que ce qui était important, et j'ai eu la chance d'interviewer Monseigneur Gay dans le cadre de notre émission que nous présentons. Qui est excellente d'ailleurs, hein, bravo. René Gay, donc j'ai eu la chance. Je l'ai amené là-dessus, moi. Ce qui m'intéressait de savoir, c'était, vous qui êtes de la région, vous venez d'être, premièrement, c'est le premier évêque qui est originaire de la région à être au diocèse de Chicoutimi. Et qu'est-ce que ça amène, ça? C'est quoi que ça nous amène? Et Monseigneur René Gay nous a donné des orientations de travail de l'Église diocésaine qu'il entend mettre de l'avant et qui invite les gens à se dire « Ah, moi, j'ai été baptisé, je ne pratique plus, mais j'ai été baptisé. » Et ça l'a amené, je pense que ça amène à dire « Bon, mais oui, de la façon dont il veut nous amener à regarder, puis il y a une Église beaucoup sur le terrain, c'est donc à dire que les prêtres, oui, ils vont continuer à être dans les églises. Tu vas continuer à dire des choses. Ils peuvent être dans les églises, c'est les gens qui ne seront pas dans les églises. Exact. C'est ce qui me répondait là-dessus. Et même au niveau là, il dit, je ne suis pas nécessairement en pénurie de prêtres. Ouais. On est peut-être plus en pénurie de fidèles. Ouais. Et le fait d'analyser cette situation-là comme cela, non, on voit que c'est peut-être le missionnaire aussi qui parle, parce qu'il a été missionnaire au Chili. Donc, comment je peux intéresser des gens à venir avec nous, à venir voir nos valeurs et ces choses-là. Alors, cette approche-là, me semble qu'il
est sympathique, je pense, à la population. Et qu'on le veuille ou non, le fait qu'il y ait quelqu'un de chez nous, on a du chauvinisme toujours, mais qui est aussi à la tête de l'Église diocésaine, ben, ça nous permet de dire, ben, peut-être que ce que l'on est peut peut-être se retrouver encore davantage dans ben, tu sais, les valeurs chrétiennes, là, aider, s'aimer, partager, je pense que même si on n'est pas pratiquant, on les a. On les foncièrement, je pense que la majorité des populations sont gentilles, puis on le voit lorsqu'il y a des collectes de fonds, qu'on a besoin de bénévoles ou tout ça. Donc, je pense que c'est une belle approche de parler plus de la réalité que des textes bibliques qui nous disent absolument rien. C'est ça. Je vais t'amener un exemple. Je veux dire, lorsqu'il était ici au monastère de Petropolis, où je suis allé faire mon entrevue, il disait, vous savez, ce matin, on parlait du retour de l'enfant prodigue. Nul n'est prophète dans son pays. Il dit, lors de ma prière, je demandais à Dieu, OK, tu t'organises pour pas que ça se produise. Alors, tu vois, je pense que c'est une façon concrète d'amener un message qui est un message biblique, un message de l'Évangile, de l'Église, de l'amener concrètement. Oui. Et si c'est cette façon, et je pense que c'est cette façon qu'il a de travailler, ça peut redonner de l'espoir, fort probablement, à plusieurs dans nos collectivités. Et c'est dans ce sens-là, c'est peut-être pour ça qu'on a un attrait aussi intéressant à l'avenue de Monseigneur Relégué. Super. Les infirmières. Je veux qu'on parle des infirmières. Ben écoute, ça fait 2 ans qu'ils ont signé une nouvelle convention collective. Il n'y a à peu près rien qui a été mis en place par le gouvernement, même si la convention collective a été signée. On sent qu'il y a un bras de fer avec le ministre de la Santé et à peu près tous les secteurs de la santé depuis qu'il est là. Là, on sent qu'il assouplit un peu le ton, peut-être parce qu'on s'en va en élection. Peut-être pas, là. Peut-être que j'ai de la mauvaise foi. Mais je tiens à dire que peu importe le parti au pouvoir, ils font tous ça. Maintenant, bon, il y a une rencontre de travail. Les infirmières sont débordées, on le sait. Je pense qu'il y a peu de gens qui accepteraient ça, là, de faire des heures supplémentaires obligatoires ou de pas le choix. Il y a même une infirmière qui a été suspendue pour avoir refusé de faire... je pense qu'elle était rendue à 16 ou 18 heures de travail puis voulait la faire continuer. Donc, tu sais, à un moment donné, et je pense que le gouvernement, quand il a commencé le bras de fer avec les infirmières, a sous-estimé la sympathie qu'on avait parce qu'ils font un travail extraordinaire. Ceux qui vont dans le service de la santé, c'est pas toujours facile. Là, ça brasse, ils sont peu. Les gens ont beaucoup de besoins. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on règle ça? Parce qu'on le sait qu'il y a une pénurie d'infirmières, là. Ben, en fait, on ne parle pas nécessairement. Ce qui arrive, c'est que, oui, on a un manque d'infirmières, tout comme d'ailleurs dans beaucoup d'emplois. Actuellement au Québec, on parle de pénurie dans certains secteurs, et entre autres dans le secteur de... c'est pas très valorisant, là. Tu sais, quand tu entres dans ce métier-là, tu as beau vouloir faire un don de toi, avoir un bon travail, mais à un moment donné, tu as le goût aussi d'avoir une vie, là. Mais la solution va reposer, comme tu dis, là, probablement dans l'établissement d'un dialogue franc, sincère et désireux de solutionner la problématique. On ne peut pas toujours exiger de la part des gens qui travaillent, que ce soit dans le domaine de la santé ou dans n'importe quel autre domaine, de pouvoir continuellement travailler et sous pression et avec le stress de cette pression-là, de se dire, écoute, on en remet encore. On ne peut plus en remettre à un moment donné parce que c'est la santé physique et mentale des gens qui deviennent en cause. Alors, quand tu te ramasses avec le fait que tu as tellement de problématiques à régler parce que tout ton monde est malade, là, je veux dire, tu ne règles plus rien. Là. Non, mais c'est ça. Bien beau donner du temps supplémentaire. Ils vont tomber, eux autres aussi. Non, puis il n'y a pas juste le ministère, il y a la gestion des établissements de santé aussi, à un moment donné, qui est déficiente. C'est tout ça qui entre en ligne de compte. Je pense qu'on avait mis de l'avant lors de la dernière négociation des éléments de solution. Alors, il faudrait que ces éléments de solution-là soient présents. Tu sais, je veux dire, si tu te ramasses à être continuellement un employé sur appel, comme c'est à beaucoup de cas actuellement dans le domaine de la santé, comment tu fais pour établir une vie régulière? C'est très difficile. Tu ne penses, tu ne fais et tu n'attends qu'un téléphone pour pouvoir être en mesure d'aller travailler. Et c'est fort probablement qu'il va venir. On te garantit tant d'heures aux 2 semaines,
Mais ça, là, ton temps d'heure ou 2 semaines, tu sais fort bien que tu vas peut-être en travailler le triple parce qu'on t'a amené à entrer à tous les jours. Et non seulement en t'amenant à entrer à tous les jours, mais on t'a demandé de faire du temps supplémentaire à tous les jours. Tu te ramasses avec... donc, est-ce que c'est par la création d'un emploi, plus d'emplois permanents, toutes ces Parce que choses-là? la On le sait problématique, en plus, c'est que ça a un coût faramineux, ça, faire Exact. ce temps Oui, supplémentaire-là. c'est Puis à un évident. moment C'est donné, évident. on dit qu'on manque de ça dans le réseau de la santé. Bien, peut-être que si on réglerait ça, on aurait des infirmières plus heureuses au travail, donc plus performantes. Je veux dire, les Suédois l'ont prouvé, là, ils sont rendus à la journée de 6 heures et ils n'ont perdu aucune productivité. Pourquoi? Bien, parce que ça fait des employés heureux. La plus. Que quand ils sont au travail. C'est ça. C'est quoi le coût que ça peut nous amener? Je pense que c'est par le dialogue, effectivement, que l'on. Et d'arrêter de dire ah, vous avez un discours syndical. Ah, vous avez un discours patronal. Si je maintiens ça, là, donc je ne fais que des discours et je ne règle rien. Ben non. Alors, la négociation, c'est par rapport au discours syndical, par rapport au discours patronal, quel est l'élément du milieu, le consensus avec lequel on peut faire en sorte que tout va être applicable. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier quelque chose dans toutes ces discussions-là. La personne qui est au cœur de ce débat, c'est oui, le travailleur et la travailleuse, et aussi le patient. Ben oui, puis le patient, puis je veux dire, là, de dire, bon, c'est syndical, c'est patronal, là, comme s'il fallait gagner quelque chose. Exact. Ce qu'il faut gagner, là, c'est un meilleur système pour tout le monde, et tout le monde a gagné à se parler. À se parler. Je pense que la solution va reposer là-dessus. Et il faut applaudir, non pas à l'ouverture, mais à ce qui s'est fait hier. On est mercredi aujourd'hui. Ce qui s'est fait donc au niveau national, où le ministre a accepté, et que d'autres rencontres vont être à prévoir pour essayer de trouver de solutions plus permanentes. Là, j'ai peut-être une solution pour beaucoup de problèmes. On devrait mettre des élections à toutes les années. À toutes les années, et ou encore même, dans certains cas, ça pourrait même aller aux 6 mois. Fait que comme ça, et il me semble que ça débloque les problèmes quand on est dans l'année électorale. Hey, je veux te parler de ça, parce que pour moi, là, c'est une aberration. Ah, écoutez, Jean-François Lisée se retrouve à une émission d'humour et lui, là, il veut être un homme d'État dans la vie, il veut être premier ministre du Québec et se permet de faire des blagues. Ça, à date, c'est correct, on a une émission d'humour, mais il se permet de faire des blagues douteuses sur le physique de quelqu'un d'autre. Dans le cas ici, c'est Manon Massé. Tu sais, dans une époque où on parle d'intimidation, où on parle de respect des autres, et on s'en va faire ça sur la place publique. Hey! Là, le PQ, ça va pas assez bien, je pense, pour que tu te permettes d'avoir un laxisme là-dessus. Jean-François, aide-toi un peu, s'il te plaît. Là. C'est un message que je t'adresse personnellement. Je pense qu'on est ailleurs aujourd'hui. Puis peu importe son adversaire, je pense qu'on a le droit de ne pas être d'accord dans la vie, mais ça doit toujours se faire dans le respect. Là. Je comprends pas ce move-là. Puis après, pour s'excuser, je veux dire, là, pense-y avant. Là, je trouve que ton parti va pas assez bien pour que tu te permettes de te mettre un pied dans la bouche comme ça. Je pense qu'il l'a fait. Hein? Ouais. Il a fait une erreur. Il l'a reconnu, je pense. Voilà. Par ailleurs, et c'est comme il l'expliquait aussi, hein? Bon, tu es dans une émission dite d'humour. Tu n'es peut-être pas le meilleur humoriste au Québec. Et tu sais fort bien, comme moi, que des fois, c'est plus facile de faire de l'humour sur un défaut que sur une... je ne dis pas que c'est un défaut, là, mais de faire sur une problématique peut-être plus facile. Et bon, elle a été facile d'amener ça. Mais tu sais, c'est parce qu'il se dit un intellectuel de haut niveau. Je veux être un homme d'État. Hey, mon Dieu Seigneur, abaisse-toi pas au niveau d'un humoriste de fond de bord. C'est ça. Bon, c'est ça. Je pense que là, ça s'inscrit là-dedans. Maintenant, c'est inexcusable, effectivement, de s'en tenir à des traits, non pas de personnalité, mais à des traits physiques d'un individu. Parce qu'on peut s'attaquer aux idées, mais là, rendu là, je veux dire, on va-tu commencer? Il aurait pu y avoir un paquet de sujets sur lesquels l'humour aurait pu venir, en ce qui regarde les programmes électoraux qui sont là-dedans, que sur les... Regarde, nous, on est très drôle en parlant depuis le début du fait qu'on est dans l'année électorale. On a attaqué personne, on a dénigré personne. Ah, bon. Bon, Non, je referme cette parenthèse-là, ouais, mais okay. je trouve... je sais pas, moi, je
c'est ça. Je pense qu'on est vraiment ailleurs aujourd'hui. Peut-être que les humoristes sont encore là. Je vais en voir peu, là, mais même les humoristes, au moins, c'est leur travail d'être drôle. Là, lui, c'est ça. Je pense qu'il faut faire, être drôle. Tu sais, ce que Jean-François Lisée a dit, dans la population, cette joke-là marche souvent de fois. Ouais. Mais on ne la met pas en ongle. En tout cas. C'est la moi, je dois te dire que dans mon cercle d'amis, notre humour est beaucoup plus drôle que ça. Ah, c'est bien ça, c'est bien. Mais mes amis sont vraiment drôles, moi. Je suis chanceux. Est-ce que j'en fais partie? De mes amis ou des gens drôles? Non, des gens drôles et de mes amis. Là, il faudrait se retrouver on regardera ça une autre fois. autour d'une bouteille de cognac. C'est là qu'on devient le plus drôle, selon moi. Négociation de l'ALENA. Écoute, là, ça devient un peu pathétique. On sent que les Américains veulent étirer ça, ces négociations, le plus longtemps possible parce que ça leur profite. On voit beaucoup d'entrepreneurs qui sont en train de prévoir le pire et de commencer à installer, de slacker, donc de mettre des gens à pied au Canada pour aller s'installer davantage aux États-Unis parce qu'ils ne seront pas capables de survivre économiquement. Donc, on sent que ça aide. On sent qu'il n'y a pas une volonté réelle de négociation au niveau des États-Unis. Là, notre premier ministre s'en va pour la 9e fois aux États-Unis, rencontrer, essayer de promouvoir. Mais il s'en va un peu. En tout cas, il y a eu ce reproche-là, puis j'étais un peu d'accord. Là, il s'en va dans des endroits en Californie où les gens sont d'accord avec lui. Il va prêcher à des gens qui sont déjà convertis. Quand il y a des. Je pense qu'il y a des acteurs ou des endroits où il aurait peut-être plus martelé ou marqué des points plus facilement. Maintenant, lui, il va probablement aussi essayer d'attirer des investissements. Tu sais, on sait que la Californie, c'est l'État le plus populeux. Il y a beaucoup d'argent, d'investissements, entre autres dans les nouvelles technologies. On s'en va où avec ça? Est-ce que ça va se régler en 2018? Est-ce que... Non? Non, ça, je suis convaincu. Ouais. Je suis convaincu. Et ce qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'il va y avoir un règlement? Moi, je pense que oui, on va en venir à quelque chose. Mais ça peut nous coûter cher. Surtout si on veut absolument régler, dans ce temps-là, C'est ça. J'espère. Il y a des promesses énormes qui sont faites pour pas que ce soit l'agriculture ou le bois d'œuvre qui paye. Ouais. Mais pour nous autres, je pense que c'est fondamental là, que ces deux secteurs-là puissent continuer de nous bénéficier. J'irais quasiment jusqu'à dire pourquoi est-ce que c'est qu'on ne le sort pas de l'ALENA pour ces deux sujets-là, pour pouvoir se dire, écoute, on va y aller advienne que pourra, et nous ici... Négocions sur d'autres choses. Négocions sur autre chose. Traitons pas de ça. Oui, c'est fort probablement des points importants d'achoppement. Mais je retiens dans ce que tu disais aussi, jusqu'à quel point les États-Unis veulent négocier. Moi, je pense pas. Je pense parce qu'en ce moment, ça leur profite de ne pas négocier. Je pense qu'effectivement, l'idée majeure, de Trump, c'est, écoutez, boy, on se retire de là. On se retire de là. Et la meilleure façon de se retirer de là, c'est qu'il n'y ait pas d'entente. Ouais. Or... mais pour bien paraître, on fait semblant qu'on négocie. Exact. Exact. Or, ça, cette position... Et si on négocie, c'est pour obtenir comment est-ce qu'on ferait si on était... pour pas que ça affecte le fait qu'on sortirait. Ouais. Okay? De toute façon, on ne négocie pas, on demande la lune et on n'est pas prêt à faire de compromis. Négocier, c'est discuter puis avoir des compromis. Je pense que maintenant, M. Trudeau a quand même avantage, ou le gouvernement fédéral a quand même avantage à tenter de rejoindre les gens aux États-Unis qui vont être pénalisés par le fait qu'il n'y aurait pas d'entente de libre-échange. Ça permet d'avoir une pression sur le gouvernement fédéral qui peut être de nature à les amener à dire « OK, on met un peu de lest ou dans la négociation, on réussit à le faire. » Ça, là-dessus, stratégiquement parlant, je serais d'accord. Pas tout parce que je me vois mal. Je vois mal Justin Trudeau ou un membre de son gouvernement aller rencontrer le lobby du bois aux États-Unis. Ouais. Tu sais, il ne sera pas bien reçu. C'est clair. Et il ne sera pas bien reçu et je ne pense pas qu'il réussisse à convaincre
les gens du lobby que c'est bon qu'ils essayent avec nous autres. Je sais que dans le temps, j'avais discuté avec l'ex-député Denis Lebel sur la question et qui me disait, tu sais, aux États-Unis, là, pour la construction, là, ils ont besoin de notre bois. Ça, c'est démontré. Alors, s'ils ont besoin de notre bois, ils n'ont peut-être pas nécessairement non plus besoin de notre bois avec une surtaxe de 30 ou de 40 Ouais. Parce que là, tu réussis pas à entrer dans le décor. Tu deviens beaucoup plus cher que... Alors, c'est ça l'effet, c'est qu'on n'achètera plus de bois. Par contre, il y a peut-être, tu comprends, un climat d'entente qui peut se faire. C'est s'ils ont besoin du bois pour répondre à leurs propres besoins. Or, jusqu'à quel point est-ce qu'on ne peut pas s'entendre avec l'industrie du bois? Tu sais, faire sans faire une entente globale, faire plein de petites ententes. C'est ça. Puis sur nous, on s'entend pas, on s'entend Est-ce que c'est ça qui va nous arriver? Est-ce que c'est comme ça qu'on va pouvoir solutionner? Je pense que c'est de même qu'on peut peut-être regarder à comment ça. Et est-ce que ça va nous permettre de sauver l'ALENA? Je ne le sais pas. Maintenant, moi, c'est pas en 2018 que tu vas avoir une entente sur la nouvelle ALENA. OK. Mon dernier sujet, qui est en 2 parties, je veux qu'on parle des Jeux olympiques. Les Jeux olympiques commencent cette semaine. Je ne sais pas si tu es fan de Jeux olympiques. Moi, on l'est quasiment tous. Moi, je suis même allé, à l'époque des Jeux en 2006, j'habitais à Lyon. Okay. Et puis, c'était à 3 heures de train de Turin. Fait que j'étais allé à Turin, rêve de petit gars, aller voir une game de hockey aux Olympiques. J'ai fait ça avec mon ami Yves. Ils ont perdu 2-0. C'était super plate, le match. Mais l'ambiance olympique, ça m'a fait triper. Là, les Jeux olympiques sont à Pyeongchang, en Corée du Sud. Je veux te parler de 2 sujets. Premièrement, le dopage. On sait que le CIO avait banni, entre autres, la Russie, mais a permis à certains athlètes russes de compétitionner sous une bannière neutre ou bon. Et d'un autre côté, il y a une autre instance qui a blanchi ces athlètes-là. Le CIO décide de ne pas les faire venir. Bon, toute l'histoire du dopage, ça, c'est une question. L'autre côté, c'est la géopolitique. Parce qu'on sait que Pyeongchang, c'est à quelques kilomètres de la frontière de la Corée du Nord. Et là, il y a des signes de la Corée du Nord depuis quelques semaines qui montrent que de la bonne foi, là, de dire on va faire une équipe féminine commune de la Corée, on va la délégation de Corée du Nord et Corée du Sud va le présenter en même temps. Et là, la sœur, la première fois, une de la famille des Kim, depuis la guerre de Corée, va aller en Corée du Sud pour l'ouverture des Jeux olympiques. Là, c'est Kim Yoon-yoon, quelque chose comme ça. Je ne veux pas trop m'avancer sur son nom. Oh, ton coréen est bon! Oui, mon coréen est bon. Donc, Jeux olympiques, puis aussi sur l'engouement, nos athlètes canadiens. Parle-nous donc de ce que tu veux, tant que ça a un lien avec les Jeux olympiques. Tu as 2 points importants. C'est quand même intéressant de voir, géopolitiquement parlant, de voir qu'on a réussi à s'entendre sur les 2 Corées. On a réussi à s'entendre sur un sujet. Par le sport, et non pas par les politiciens. Et j'aurais quasiment envie de faire valoir que l'esprit de Pierre de Coubertin vient enfin de voir le jour avec ce qu'il voulait mettre avec les Jeux olympiques, c'est-à-dire que les peuples se parlent et se compétitionnent, mais se compétitionnent avec le sport, avec l'activité physique, au lieu de se battre avec une guerre. Ouais. Et c'est correct, je trouve ça intéressant de voir que, effectivement, l'activité sportive peut être un lien et une solution à la paix ou à des conflits qui peuvent exister entre peuples. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, est-ce que la Corée du Sud, c'est quoi? La Corée du Nord, pardon, c'est quoi cette ouverture qu'ils ont par rapport avec les Jeux olympiques et surtout la Corée du Sud? Je ne le sais pas. Ben moi, je vais te donner mon avis personnel. Ouais. Eux, là, ils ont voulu devenir une puissance nucléaire. Ils voulaient être reconnus comme ça, pour montrer qu'on est quelqu'un, on n'est pas juste un petit peuple, on est un grand peuple. Maintenant que ça, c'est acquis, ils se retrouvent peinturés dans le coin du mur, ils ont de moins en moins d'appui. Et là, je pense qu'ils veulent démontrer, tu sais, pour limiter les sanctions, etc. Donc, c'est sûr que ça fait mal. Moi, je pense qu'il y a de ça là-dedans. Et peut-être que le grand frère chinois leur a dit, là, OK, là, ça fera, là, parce que nous, là, l'élastique commence à être tiré de notre bord aussi. On n'est plus capable de justifier beaucoup de choses. Là.
Fait que je pense que c'est Oui. une des raisons. Oui, ça entre certainement en ligne de compte et ça doit. Et c'est quand même heureux de voir que le sport permet de pouvoir être en fait. Et je t'amènerai sur un autre aspect, soit la participation de Québécois et voire même d'origine du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, on a une super délégation qui vient du lac. Qui vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et, en patinage de vitesse, en ski, en planche à neige avec Baptiste Brochu. exact. Et en patinage de vitesse courte piste, on sait que nous avons, entre autres, 2 représentants qui sont, j'allais dire, d'origine, mais dont les parents sont d'origine ici de la MRC Maria-Chapdelaine, puis particulièrement à Péribonca, soit Charles Hamelin et François Hamelin, qui sont les petits-fils de l'ex-préfet de la MRC, M. Gilbert Goulet, et Mme Valence Lessard, qui est la grand-mère. Alors, on a eu l'occasion, cette semaine, de les rencontrer, parce que dans le cadre de mon bulletin de nouvelles, je voulais traiter effectivement des jeux de Pyeongchang, mais je n'avais pas d'entrevue avec Charles Hamelin. Et oui, il ne faut pas oublier naturellement aussi la fille de Saint-Félicien, Marianne, qui est naturellement aussi du milieu et qui va compétitionner et qui ont, on le sait, les chances de médaille pour ces gens-là. Or, je reviens avec mon affaire avec M. Goulet et Mme Goulet, que je suis allé rencontrer cette semaine. Et mon bulletin de nouvelles sur le sport a naturellement parlé sur comment ça se vit pour des grands-parents, le fait d'avoir des jeunes qui participent. Alors, je pense que l'entrevue a été plaisante. Oui, sais, c'est le genre d'entrevue que j'aime faire, moi, c'est-à-dire en langage journalistique, on parle de human interest, mais ça a été quand même plaisant de voir comment est-ce qu'eux vivent ça. Et c'est pas leur premier, hein? C'est pas leur premier. C'est 2 personnes fantastiques aussi. Oui, oui. Et ça nous a permis de voir un peu toute la fierté que l'on a. Et cette fierté-là ne va pas juste pour eux autres, voyons, c'est pour nous de voir. On aime ces tellement jeunes. ça, voir Exactement, c'est exactement. Et semblerait-il que Mme Goulet, quand elle écoute la compétition, elle est debout devant son siège, devant la télévision, pour forcer autant que Charles et François. Bien, je invite les gens à aller écouter cette entrevue que tu as faite dans ton émission. Moi, je te dis merci d'avoir été là. C'est déjà terminé, ça passe vite. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Là-dessus, passez une bonne semaine. Au revoir.